Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Persona Gaia. Aujourd'hui soir, l'art ferment de l'évolution. Alors, le leitmotiv, la marotte de Persona Gaia, c'est l'évolution en pleine conscience. Est-ce que l'art est en conscience? Parce que moi, je croyais que l'art de ces personnes intuitives, ça jaillissait. On jetait sur une toile des couleurs, on écrivait sur le papier 300 pages d'une romance épique. L'art, ça se réfléchit, l'art, c'est conscient, ou ça jaillit du soi? Ou est-ce que l'art, ça jaillit du moi ou de l'ego? Je me pose cette question. Et pour y répondre, eh bien, nous avons invité Nathalie, notre Kalindo national. Parce que, regardez bien l'image de Nathalie. Cette femme est une artiste tellement puissante que quand elle va apparaître à l'écran et vous parler, on dirait un tableau vivant. Vous savez comme on en voit défiler régulièrement sur nos pages, des tableaux Van Gogh ou Picasso qui commencent à bouger. Eh bien, Nathalie, elle ne peint pas seulement des tableaux, elle est un tableau vivant à elle seule. Alors, chère Nathalie, je t'invite à nous faire part de cet art qui porte à l'évolution humaine. Bonsoir tout le monde, et puis merci d'être là. Comme tu viens de le dire, Alain, c'est vrai que la peinture, j'ai grandi dans la peinture, dans les pots de peinture, et voilà, la moindre de mes cellules est en couleur, on va dire. Voilà. Je vais peut-être commencer par me présenter avant de continuer sur la conférence. Donc effectivement, moi je suis artiste vibratoire, donc artiste certes, mais il y a les petits trucs en plus au niveau énergétique, etc. dans ce que je fais, que j'ai découvert il y a maintenant 2 ans. Je pensais être simplement peintre, dessinatrice, illustratrice, et en fait non, c'était plus que ça. À tel point que je suis aussi en fait médium, énergéticienne et guide mieux-être. Voilà. Pour dresser un petit peu le tableau. Donc, ça ne s'arrête pas à l'art et vraiment, c'est quelque chose de plus holistique que ça, ce que je propose et ce que je fais. Alors, on va partir sur le challenge que m'a proposé Alain avec ce sujet. C'est lui qui m'a proposé ce sujet. Oui, j'ai oublié quand même un petit détail, c'est que ma formation initiale, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai une vie très riche. Et donc, ma formation initiale, c'est en fait, j'ai un bac +4 en histoire de l'art et archéologie. Mais rassurez-vous, ce thème-là, on aurait pu le traiter dans un amphi pour des spécialistes en 4 heures, pas en 1h30 comme ce soir, en 4 heures, mais on va faire quand même plus simple que ça. Il y a des tas de manières d'aborder ce sujet. Donc, avant de lancer le diaporama et vraiment la conférence, je voulais juste faire ce préambule. C'est que c'est un sujet vaste, assez complexe et assez challengeant, et qu'on aurait pu aborder de différentes façons, sous l'angle de l'histoire de l'art, parler de l'homme préhistorique à aujourd'hui, et comment l'art a pu influencer dans l'histoire l'être humain. Mais c'est pas cet éclairage-là que je vais apporter. J'ai vraiment pris un petit peu les chemins de traverse. Vous allez voir. On embarque dans la conférence. Alors, il faut que je partage mon écran. Voilà. Partager l'écran. Et mais ça se fait tout seul, c'est parfait. Donc, l'art ferment de l'évolution humaine, un peu comme dans l'idée qu'un peu comme l'art serait à l'évolution de l'homme et à sa construction même, comme le levain au bon pain. Voilà. Il en modifierait la structure, l'aérerait, je dirais, et le grandirait. Alors, il faut juste que j'arrive à changer de diapositive. Ah ben voilà, c'est parfait, ça marche tout seul. Alors, je vais mettre mes lunettes pour
pouvoir... Voilà. Donc pour moi, l'art a vraiment une vocation à nous enseigner, nous rééquilibrer et nous guérir. Et c'est dans ce sens-là que ça impacte l'être humain et son évolution, même ça, comme je le disais, sa construction. L'art porte des enseignements. Alors je vais parler d'un petit peu toutes les formes d'art, hein, parce que j'ai pratiqué aussi des arts corporels et la musique. Donc je suis également musicienne. Donc je suis vraiment voilà, art visuel, auditif, sur l'auditif et le kinesthésique. Donc pour moi, l'art vraiment a vocation à nous enseigner des choses, à nous rééquilibrer et voilà, guérir des choses en nous. Donc je parle essentiellement de guérison intérieure, mais le corps et l'esprit étant liés, ça peut aussi influencer le corps physique. Un petit détail aussi, c'est que la plupart des illustrations que vous allez voir sont issues de mon bagage personnel, mes créations personnelles. Je crois qu'il n'y a que 2 illustrations que vous allez voir dans le diaporama qui ne sont pas, vous allez les trouver tout de suite, qui ne sont pas issues de mon, enfin, voilà, qui sortent pas de mon crayon ou de mes peintures. Et juste pour, de temps en temps, j'expliciterai peut-être certaines illustrations quand même pour que ça puisse être compréhensible. En tant qu'énergéticienne et médium, je suis aussi passeuse d'âme et j'ai une technique très particulière par rapport à ça. C'est que je crée des mandalas éphémères. Pas que pour les passages d'âme, mais notamment pour ça. Et là, c'en est un que vous voyez ici à l'écran. Voilà. On continue. Donc, là, on va aborder la partie enseignante de l'art. Et pour moi, il le fait sous 2 formes principales. Ce que j'appelle la porte des sens et ensuite l'art en tant que messager. Et l'illustration là que je vous ai mis, c'est un tableau à l'huile, en peinture ancienne, que justement j'ai intitulé Le savoir. Alors, la porte des sens, comme vous pouvez le voir sur l'illustration de droite, pour moi, il n'y a pas 5 sens, mais 6. Donc, de haut en bas et de droite à gauche, enfin, dans le sens aiguille d'une montre, il y a donc le goût, l'odorat, la vue, le sens justement kinesthésique, hein, c'est-à-dire la relation à son corps, la relation à l'espace, le toucher et l'ouïe. Donc là, c'est à travers ça que je vais aborder cette partie, c'est-à-dire que pour moi, l'art s'adresse à certains sens en particulier, enfin chaque art, et c'est donc chaque sens, chacun de nos sens est donc une porte privilégiée d'accès et de réception des informations. Donc en fait, une sorte d'interface entre les mondes intérieurs et extérieurs. Et donc, chaque art va nous permettre non seulement d'affiner chaque sens, chacun de nos sens, mais aussi d'accéder à des informations et de développer notre intelligence dans une direction donnée, portée par le sens en question, mais également au niveau cognitif, de développer des savoir-être et des savoir-faire particuliers et souvent complémentaires. Et tout ça, c'est valable tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'on pratique un art ou qu'on soit aficionado d'un art, qu'on s'intéresse à un art en tant que spectateur, évidemment de manière suffisamment poussée, ça va fonctionner. Ça va permettre de développer des savoir-être et des savoir-faire, évidemment à des degrés différents, mais même si, quel âge que l'on est. Alors, voilà, les 2 illustrations qui ne sont pas, qui ne sont pas du tout issues, par contre, de mes petits bagages personnels. Alors, pour illustrer ça, ce que je viens de dire,
quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très inspirant, c'est Léonard de Vinci. Parce que, en fait, pour moi, il incarne vraiment bien ces notions, il a incarné ces notions dans sa propre vie. C'est-à-dire qu'en fait, il a décliné toutes ces pratiques. Voilà, et c'est vraiment en relation, à mon sens, avec le génie exceptionnel qu'il a été. C'est-à-dire que, bon, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il a été peintre, dessinateur, inventeur, ça, mathématicien, tout le monde le sait, mais également musicien, également féru de cuisine. Donc là, on a le goût. Il s'intéressait voilà, aussi à la cuisine, à l'alchimie probablement, on suppose, on ne sait pas exactement. Il avait aussi un côté spirituel très, très marqué et il s'intéressait aussi beaucoup au corps humain. Notamment, il bravait les interdits la nuit. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'il dormait, parce qu'il ne devait pas dormir beaucoup vu tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a pu étudier. Et donc, en fait, la nuit, par exemple, il allait comment dire, dans les hôpitaux, dans les morgues, etc., essayer de comprendre comment le corps humain fonctionnait. D'où l'illustration de droite, hein, qui est en fait relativement connue. Hein, c'est l'homme de Vitruve, le canon du corps humain avec ses proportions qui sont considérées là comme celle-ci comme un modèle. Donc l'être humain, entre guillemets, peut-être pas parfait, mais en tout cas qui tend vers la perfection. Et là, je vous fais une petite lecture d'images. Puisque les images, il faut aussi savoir les lire, et ça, tout le monde ne sait pas le faire. Mais en tout cas, vous remarquerez que cet homme moderne, enfin, puisque c'est d'ailleurs en histoire de l'art l'époque moderne, la Renaissance, cet homme moderne, il est inclus à la fois dans un carré et dans un cercle. Le carré représentant le chiffre 4, ça c'est pour les numérologues, et représentant la Terre, tout ce qui est cartésien, tout ce qui est, voilà, qui est du matériel, donc la sphère matérielle. Le cercle, lui, représente la sphère spirituelle, céleste, hein, la voûte céleste, etc. Donc, on voit bien que là, pour Léonard de Vinci, l'être humain s'inscrit et l'évolution, ou l'être humain, on va dire, complet, s'inscrit à la fois dans la sphère matérielle et dans la sphère spirituelle. Voilà, et ça se superpose, ça se complète, ça n'est pas dissocié. Alors, voilà ce qu'il a dit dans son traité de la peinture. L'œil que l'on dit fenêtre de l'âme est le principal chemin par lequel l'intelligence peut, avec le plus d'abondance et de magnificence, considérer les œuvres infinies de la nature. L'oreille vient ensuite, s'en oublissant des choses racontées et que l'œil a perçues. Si vous, historiographe, poète ou mathématicien, vous n'aviez vu les choses de vos propres yeux, vous pourriez mal les définir par l'écriture. Et si toi, poète, tu imagines une histoire dépeinte par ta plume, le peintre avec son pinceau la rendra de façon plus satisfaisante et moins fastidieuse à comprendre. Si tu prétends que la peinture est poésie muette, le peintre pourra dire de la poésie qu'elle est une peinture aveugle. Considère quelle est l'infirmité la plus néfaste, le mutisme ou bien la cécité. Donc, je vous ai mis cette citation, en fait, pour vous illustrer vraiment que déjà, à la Renaissance, Léonard est bien conscient que les sens sont... comme je l'ai dit, sont vraiment une porte vers l'acquisition de connaissances et le développement de l'intelligence humaine. Alors lui, il va carrément plus loin puisqu'il propose avec beaucoup d'humour une hiérarchie dans les sens et leur influence sur le développement de l'intelligence et leur contribution donc à l'évolution humaine. Donc pour lui, évidemment, c'est quand même la vue qui passe en premier.
bon, ça pourrait faire l'objet de longs débats. Et après, chacun décider quel sens pour lui passe en premier par rapport à son développement, au développement de l'influence qu'il a sur le développement humain et l'évolution de l'homme. Mais en tout cas, pour vous dire que déjà, voilà, la Renaissance, au moins, Léonard, lui, avait bien conscience de l'importance des sens et de la relation avec l'art pour le développement humain. Alors là, on va passer au savoir-faire et savoir-être. Je m'hydrate un petit peu. Alors, donc par les sens, les circuits cognitifs et corporels sont mis en œuvre et on peut dire que chaque sens, et par voie de conséquence, chaque art, en relation avec lui, développe des savoir-faire et des savoir-être spécifiques. Donc, c'est bien ce que j'ai indiqué. Voilà, il y a des savoir-être et savoir-faire spécifiques à chaque art, liés à ce sens en particulier, le sens qui est mis en exergue. Et en même temps, il y a quand même une sorte de tronc commun qui est présent dans quasiment tous les arts. Et là, c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Alors, du coup, je vais passer un petit peu en revue les différents arts. Je vais être obligée d'aller peut-être un petit peu vite. Vous me poserez des questions si vous souhaitez à la fin de la conférence sur des points plus particuliers qu'on peut développer. Mais c'est vrai que comme c'est relativement vaste, je suis obligée de passer un petit peu vite peut-être pour certains. Donc les arts visuels, comme le dessin, la peinture, la photographie et même la sculpture, on peut considérer que c'est un art visuel. À mon avis, de façon moindre, le cinéma et l'image en mouvement. Je pense que l'image arrêtée, justement, qui est construite et bien réfléchie, ça ne veut pas dire que le cinéma ne réfléchisse pas, puisque la peinture, ils sont parfois, certains cinéastes ont été influencés par les grands maîtres de peinture, mais simplement, il me semble que ça a plus d'impact quand c'est une image fixe. Alors, à mon sens, il développe donc des savoir-faire, les arts visuels vont développer donc des savoir-faire, des savoir-être en relation évidemment avec la vue et l'image, les objets et le monde qui nous entoure. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de ce que ça développe donc en termes de pratique, quand on pratique ces arts-là, ou quand on s'y intéresse aussi. Donc ça apprend évidemment à regarder et voir vraiment. Pour vous donner un exemple, la plupart des débutants en dessin ou en peinture, quand ils font des ombres, par exemple, ils font des ombres vraiment très plates, ce qu'on appelle plates, c'est-à-dire uniformes, alors qu'en fait, il y a des nuances dans les ombres. Et il y a un dessin que je ne vous ai pas mis ici, mais un portrait que j'ai travaillé, pris une vingtaine d'heures dessus. Alors, il est évident que quand on passe autant de temps sur une seule image, à construire une seule image, eh bien, ce qui s'est passé pour moi et qui s'est passé dans d'autres situations comme ça, c'est que, en fait, j'ai vraiment eu la sensation d'un voile qui se levait et de vraiment voir. Donc, que non seulement je regardais mon modèle, mais qu'en plus, vraiment, je voyais enfin vraiment. Et je percevais vraiment les moindres nuances dans les ombres, dans l'ensemble de mon modèle. Un autre exemple, un dessin que j'ai fait où j'ai dessiné des nuages. C'était un dessin au crayon et ça demande quand même pareil pas mal de temps. Et là, c'est pareil, à un moment donné, à force de passer du temps à comprendre, à dessiner, à regarder, à vraiment essayer de voir ce qui se passait au niveau de ces nuages, eh bien, j'avais vraiment l'impression, j'ai eu la sensation de vraiment comprendre les flux d'air, comment le flux de l'air pouvait modeler ces nuages. Et du coup, en comprendre la forme, pourquoi ils avaient cette forme-là. Donc, j'en viens au deuxième point, qui est que le dessin
les arts visuels souvent permettent de décrypter la structure des choses. C'est-à-dire que ce qu'on dit en peinture et en dessin, c'est qu'on ne dessine bien que ce que l'on voit et comprend bien. Un exemple par rapport à ça, c'est qu'un de mes professeurs de dessin et peinture, il donnait un exercice assez amusant à tous les débutants, c'est-à-dire qu'il fallait dessiner un vélo de mémoire, donc sans modèle. Et en fait, la plupart du temps, on se rendait compte que justement, on n'avait pas bien vu et bien compris ce que c'est un vélo, comment c'est construit. Et souvent, voilà, il y a des petits bouts qui le cadre, par exemple, voilà, on s'apercevait qu'on ne comprenait pas bien comment le cadre s'insérait avec le pédalier, par exemple, ou avec, voilà, comment tout ça c'était fichu finalement. Or, donc, le dessin permet aussi d'aller explorer ça, de comprendre la structure intrinsèque des objets, de ce qui nous entoure. Donc, ça permet aussi de comprendre des phénomènes physiques, comme l'ombre et la lumière, les notions d'optique, puisque si je prends par exemple la perspective, c'est des illusions d'optique. En dessin, il y a beaucoup d'illusions d'optique, ce qui permet de comprendre comment fonctionne le cerveau par rapport à ça. Ce qu'on voit et ce qu'on connaît de l'objet, c'est parfois pas la même chose. Voilà, je donne par exemple un exemple sur la perspective. La perspective, il y a beaucoup d'illusions d'optique. Si je prends deux rails, l'exemple le plus parfait, c'est les rails de train. Vous savez, votre cerveau, il sait qu'ils sont parallèles. Il sait qu'en principe, ils sont parallèles. Le train ne pourrait pas rouler si ce n'était pas parallèle. Mais quand vous regardez une photo ou des rails sur une voie ferrée, par exemple, si vous êtes dans une gare, vous allez vous apercevoir que les deux côtés du rail font ça, ils se rapprochent. D'accord? Donc, sur le plan de la réalité, c'est complètement impossible. Sauf que c'est l'œil humain qui est construit de cette façon. Voilà, et donc ça, c'est un phénomène d'optique. Pareil pour les couleurs et pour les pigments. Voilà, tout ça, ça permet d'apprendre à voir les couleurs. Voilà, si un rouge est plutôt orangé ou plutôt bleuté, s'il y a du bleu dans le rouge, voilà, ça paraît un peu curieux aux néophytes, mais on apprend à voir tout ça grâce à la pratique. Ça apprend également le sens de l'harmonie entre les formes et les couleurs. Et ça, c'est le sens de l'harmonie, pour moi, c'est quelque chose d'important et qui se déploie ailleurs, évidemment. Ça permet aussi d'apprendre à lire et décoder le langage des images, parce qu'en fait, on vit dans une société de l'image, où quand même l'image est très, très présente, prend beaucoup d'importance. Et le problème, c'est que quand même, la plupart d'entre nous sont des analphabètes de l'image. À part les gens qui travaillent dans ce domaine-là, hein, comme les historiens d'art, les graphistes, les artistes, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont analphabètes de l'image, qui ne savent pas lire une image. Le problème de ça, donc ça fera peut-être probablement l'objet d'une autre conférence, mais le problème de ça, c'est que en fait, on nous influence beaucoup par l'image, parce que les études montrent que les couleurs, la façon dont est composée l'image, etc., la symbolique de ce qui est contenu dans l'image a une influence sur nos émotions, sur peut-être nos pensées, et ça, si je prends la publicité, le but c'est quand même de nous conduire dans la direction, par le bout du nez, je dirais, d'agir sur notre inconscient pour aller dans la direction que eux souhaitent. Donc si on ne sait pas lire, décoder ce langage, d'abord on n'apprendra pas certaines informations de ce que l'image peut aussi nous apprendre en termes d'enseignement, mais aussi on n'aura pas beaucoup moins de recul, à mon sens, sur ce que les côtés négatifs de l'influence que l'image pourrait avoir sur nous. Alors ensuite, on va passer à la musique et les arts du son.
Alors moi, j'ai pratiqué le chant et la musique. Là, je me remets pas mal à la musique, donc avec bonheur. Donc, dans les arts du son, liés au son, à l'ouïe, on peut mettre, et j'ai mis la bouche parce que il y a justement les arts de la parole aussi, donc la musique, le chant, le théâtre, etc. Donc là, on va faire un petit tour horizon de ce que ce sens-là, le travail de ce sens-là à travers ces arts peut nous apporter. Alors pour moi, la musique, déjà une petite introduction, c'est que c'est vraiment l'art de l'écoute, de la relation à l'autre et de la relation au temps aussi, puisqu'il y a un tempo dans la musique. Il y a différents tempos même. Hein. Donc ça permet vraiment de ressentir les différents tempos que la vie nous propose en relation avec le nôtre propre. Sans écoute, pas de possibilité d'apprendre, mais aussi d'entendre l'autre et de jouer ensemble. Voilà, si des musiciens qui ne s'écoutent pas, ça fait très vite une cacophonie, où on est décalé, enfin ça passe pas, quoi. Il faut se mettre au diapason, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Donc cet art de l'écoute, on peut tous entendre, mais apprendre à vraiment écouter, je pense que la musique et les arts qui sont basés sur l'oralité, permettent de travailler ça, d'apprendre ça. Une écoute aussi de soi, hein, pas que tourner vers l'extérieur. Donc elle apprend aussi le partage et l'être ensemble harmonieux, puisque, comme je vous le disais, les musiciens qui ne s'écoutent pas et ne peuvent pas créer l'harmonie, créer une musique, jouer une musique belle et harmonieuse, c'est pas possible. Voilà, j'ai même l'exemple de cet été où j'ai eu la grande joie de faire des chants improvisés avec des personnes lors d'un stage. Et en fait, les gens ne se connaissaient pas au début. Donc, chacun faisait des sons et on essayait d'harmoniser un petit peu l'ensemble. Alors, ça se cherchait un petit peu. Et au bout de 2-3 jours, ça commençait vraiment à beaucoup s'harmoniser. Et les gens aussi, entre eux, évidemment, les gens se connaissaient mieux. Donc, les relations, je pense que l'aspect relationnel, confiance, etc., a joué. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que un des derniers jours, c'était 3-4 jours, un des derniers jours, vraiment, là, tout le monde était ensemble, tout le monde s'écoutait, mais c'était une écoute très, très profonde. Et à tel point que ça donnait quelque chose de tellement beau que des gens s'arrêtaient, se sont assis à côté ou s'arrêtaient, se promenaient, parce qu'on était dans un parc, et les gens s'arrêtaient pour écouter, quoi. Donc ça a aussi une influence sur les autres. Donc c'est ça qui est assez merveilleux. Voilà, donc l'ouïe, évidemment, ça apporte une connaissance sur la matière sonore, sur les différents timbres de voix, sur les relations harmonieuses ou pas entre les différents sons. Hein, est-ce que c'est accordé ou désaccordé? Ça permet d'apprendre à avoir une écoute sélective. Par exemple, quand on écoute un orchestre symphonique, il y a énormément d'instruments, mais on peut apprendre à être capable d'écouter que les percussions, que les violoncelles, que les cuivres, par exemple. Donc, du coup, par voie de conséquence, ça donne une écoute particulière et je pense que ça peut permettre d'entendre ce qui peut sonner faux chez l'autre ou chez soi même, quand on parle, voilà, et de vraiment avoir une écoute plus profonde de ce qui se passe, du coup, chez l'autre ou dans la relation et chez soi. Par contraste, ce qui est amusant aussi, je trouve, c'est que par contraste, ça apprend aussi la force du son, la puissance du son, l'impact du son sur nous, mais aussi la force du silence, la puissance du silence, puisque le son naît dans le silence et que la parole, ça c'est alors surtout au niveau du chant et encore mieux, je pense, du théâtre, etc., les arts de la parole, on apprend à jouer. Je fais exprès
de mettre un peu plus de silence dans ce que je dis, on apprend à jouer de ce silence pour mettre en valeur ce qu'on va dire, pour mettre en valeur les mots. Et du coup, on apprend aussi la valeur des mots et du langage. On leur donne beaucoup plus de valeur, leur beauté, etc. Et non seulement ce qu'on dit peut avoir beaucoup plus d'impact, mais on retrouve le sens dans ce qu'on dit et dans les mots. Voilà. Ça, c'est plus pour le chant et tout ce qui est théâtre, etc. Alors, évidemment, quelque chose aussi de très important, puisque ce sont des arts de l'instant. Hein, la musique, ça se crée à l'instant, et puis dès qu'on s'arrête de jouer, on retourne au silence. Pareil pour les arts tels que le théâtre, etc. Ce sont des arts basés sur l'instant, donc qui apportent une conscience plus forte, à mon avis, de l'instant présent et une certaine qualité de présence. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est aussi un point important. Donc d'être présent là, maintenant, à ce qu'on fait. Notamment, par exemple, en musique, si je pense à autre chose, à ce que je vais faire à manger à mon prochain repas, par exemple, ou à mon prochain rendez-vous, j'en sais rien, eh bien, le morceau que je vais jouer, à un moment donné, je risque de me perdre, je risque de... voilà, et la musique n'y sera plus. Hein. Le côté sensible de la musique ne sera plus présent non plus. Donc, comme je le disais, ça apprend aussi la connaissance du rythme, lenteur, il y a des rythmes plus lents, des rythmes plus rapides, et comment nous on se positionne, quel est le rythme, ou quels sont les rythmes avec lesquels on est plus à l'aise. Alors ça peut même varier, en plus, ça peut varier tout au long de la vie, de la semaine, de la journée, du mois. Il y a des jours où on va avoir envie de tempo plus lent, où on va se sentir plus à l'aise sur un tempo plus lent, et puis des fois un tempo plus rapide. Et ça donne aussi une écoute intérieure ou des autres qui est intéressante. Savoir sur quel rythme il fonctionne. Voilà. Et je sais par exemple que mon fils, alors ça c'est les enfants, ils sont quand même assez plus jeunes et pleins d'énergie, mais du coup, ils font aussi de la musique, mes enfants, et c'est vrai que mon fils, par exemple, lui, il a un rythme, il est très à l'aise avec des tempos très très rapides, ce qui n'est pas forcément mon cas. Voilà. Alors ensuite, on va passer aux arts corporels, tels que la danse, les arts martiaux, que j'ai pratiqués pendant une bonne quinzaine d'années. Moi, j'ai pratiqué le tai chi, enfin, pas mal de choses, mais le tai chi notamment, et enseigné aussi. J'y ai placé des pratiques énergétiques telles que le qigong, on pourrait y mettre à mon avis du yoga aussi, d'autres pratiques corporelles, voilà, qui ont une certaine esthétique, une certaine recherche. Alors, hop, donc, voilà, le rythme, puisqu'on a fini avec la musique sur le rythme, eh bien, le rythme aussi peut s'aborder par le corps et c'est même conseillé. C'est-à-dire que pour ma part, j'avais quelques soucis avec le rythme jusqu'à ce que je lise un livre d'un neuroscientifique qui s'appelle Berthoz et où j'ai compris en fait qu'il y a des neurones dans la colonne vertébrale. Et en fait, en travaillant physiquement le rythme, le tempo, avec tout le corps, avec la colonne vertébrale, eh bien là, j'ai enfin compris certaines choses. Voilà. Donc le corps a ses rythmes d'ailleurs, de toute façon, ses cycles, ses rythmes. Et donc c'est très en lien également avec la musique. Alors, donc, les arts corporels, ils donnent notamment une bonne relation, ils permettent de travailler une bonne relation à l'espace et aux directions. Certaines pratiques, par exemple, telles que le tai chi, et même, à mon avis, la danse,
demande d'évoluer parfois avec précision dans l'espace et de savoir exactement où l'on est, dans quelle direction un geste doit être effectué. Si je prends le tai chi, par exemple, les enchaînements de tai chi, hein, si c'est au nord-est, à 45 degrés, c'est pas au nord, ni au sud, ni voilà. Donc, ça demande d'être très précis. Et ce qui donne un travail sur l'espace, savoir où l'on est, où on se situe, quoi, par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres. Et donc là, j'en viens au deuxième point, qui est la relation aux autres. Alors, à travers le toucher, à travers le travail de la distance, hein, et jusqu'où on est à l'aise. Est-ce que déjà avoir quelqu'un à 2 mètres de moi, c'est déjà trop, je me sens déjà oppressée, ou est-ce que j'accepte quelqu'un qui rentrerait dans ma zone, on va dire, de confort, ma bulle, où est-ce qu'elle est ma bulle, voilà, où sont mes limites par rapport à ça, est-ce que quelqu'un qui a 1 mètre, je suis encore à l'aise ou pas, etc. Où j'en suis avec le toucher, avec mon propre corps, donc comment je suis à l'aise avec mon propre corps, donc ça fait vraiment travailler la relation à son corps, et quand il est en relation avec d'autres, quand je suis touchée, quand je suis atteint, quand je suis... voilà. Du coup, ça apprend aussi la relation et l'écoute et le respect de son propre corps et de son propre rythme. Là, on revient avec la musique sur quel est mon rythme. Et c'est valable à chaque instant. C'est-à-dire que demain, je ne serai peut-être pas sur le même rythme, comme je disais, que la veille. Et ça, je sais qu'en tai chi, on le travaille beaucoup. On est beaucoup sur l'écoute et le ressenti. Donc, on fait aussi avec l'énergie qui nous est donnée ce jour-là et on apprend à aménager les choses. Donc, à écouter, à respecter son corps. En tai chi, par exemple, moi, je sais que je faisais beaucoup travailler. Chacun a ses limites corporelles et en trouver des aménagements à la forme, soit le temps que les choses dans le corps, les choses se mettent en place, la souplesse arrive, etc. Donc, on trouvait des paliers pour progresser. Et ça, c'était valable pour chaque personne, c'est-à-dire l'information que je donnais, elle n'était pas forcément la même par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'il n'en était pas, son corps n'était pas au même point, n'avait pas les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Et en même temps, donc ça c'est par rapport à où j'en suis là maintenant et où je veux aller, mais il y a aussi mon corps, à un moment il me dit non. Il me dit là tu vas pas par là, là moi ça me gêne, j'ai une douleur, ou un handicap, je ne sais pas, eh bien trouvons comment aménager les mouvements pour que l'enchaînement soit possible. Voilà, par exemple, je descends moins bas sur les genoux si j'ai des problèmes de genoux, des choses comme ça. Donc, ça apprend vraiment à écouter et à trouver ses propres réponses, ses propres solutions, à respecter son corps, son rythme. Donc, ça apprend également tout ce qui est ce qu'on appelle le schéma corporel, avoir conscience de son corps, où est chaque partie de notre corps, et l'intelligence kinesthésique. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté le sens kinesthésique aux différents sens. En ayant une pratique corporelle, d'autant plus avec tout ce qui est tai chi, yoga, qigong, la danse, des pratiques qui sont assez fines, qui sont assez sur le ressenti, eh bien, ça va vraiment me permettre de mieux connaître mon corps, de mieux en connaître les différents recoins, on va dire, puisque le corps, c'est quand même quelque chose de relativement vaste. Donc, ça apprend aussi le sens de l'équilibre et de l'ancrage, qui est très important, notamment en termes énergétiques, l'ancrage. Mais voilà, par exemple, si je prends le tai chi, c'est reconnu, il y a des études qui montrent que, je pense que la danse, des choses comme ça, c'est pareil, ou le yoga, il y a des études qui montrent que ça limite le risque de chute chez les personnes âgées. Ensuite, la gestion, donc ça apporte ce que je disais tout à l'heure par rapport au rythme, ça rejoint ça, la gestion de sa propre énergie et l'acceptation des limites définitives, on va dire. Mon corps, il est comme ça, il n'est pas comme celui de l'autre.
Il a des limites qu'un autre n'aura pas, mais également l'acceptation des limites à ce moment-ci. Aujourd'hui, ben, ça passe pas. Aujourd'hui, je peux pas. Aujourd'hui, j'ai une super pêche, je peux y aller. Voilà. Alors, ça développe aussi, là j'ai un petit peu développé, mais ça développe également le lâcher-prise et la tension, l'équilibre tension-décontraction. Voilà, dans les arts martiaux, on en arrive même à avoir ce qu'on appelle, mais alors c'est quand même, il faut avoir un certain niveau, hein, la décontraction dans la contraction. Voilà. C'est-à-dire, pour faire tel geste, ben, je suis obligée d'avoir un certain niveau de contraction de mes muscles, mais j'essaye d'avoir quand même du relâchement malgré tout, pour utiliser le moins d'énergie possible. Ça, c'est par exemple le principe du tai chi. Et donc, effectivement, le lâcher-prise pour pouvoir s'exprimer, pouvoir, bon, à la réservation, on travaille encore différemment, accepter la chute, accepter de tomber, accepter ce qui vient à nous, puisque l'autre propose des mouvements et on est obligé de faire avec. Enfin, il faut trouver à s'y adapter. Voilà, c'est une forme de jeu, hein, avec l'autre. Ensuite, l'attention et la présence à l'instant. C'est toujours finalement des arts de l'instant, hein, les arts corporels, comme la musique, les arts du son. Alors pour le tai chi, peut-être pour le qigong, le yoga, ça apprend, ce sont des formes de méditation en mouvement. Donc là, on rejoint à la fois l'instant présent et le côté méditatif. Voilà, donc c'est vrai qu'on connaît beaucoup ici la méditation assise, que je pratique aussi, mais au départ, pour moi, il était hors de question de méditer des heures, suite notamment à des problèmes de genoux. Il était hors de question de méditer des heures assises. Et c'est vraiment ce type de méditation-là qui, moi, me convenait, à ce moment-là, en tout cas. Voilà, et c'est assez intéressant parce que sortir de l'instant présent, quand on fait un enchaînement de tai chi, par exemple, ou que ce soit du qigong, mais l'enchaînement de tai chi, par exemple, ça ne pardonne pas si on n'est pas présent à ce qu'on fait. C'est comme la musique, comme je vous disais pour un morceau de musique, ça ne pardonne pas si je pense à mon 4 heures, à je ne sais pas quoi, aller chercher, que je dois aller chercher ceci ou cela. Eh bien, si je ne suis plus là, je me perds dans les gestes. À un moment donné, je ne sais plus où je suis et là, ça me dit « Ah, ben, tu vois, tu es encore sorti de l'instant présent. » Donc, c'est vraiment une pratique très rigoureuse et qui fait beaucoup travailler ça. Pareil par rapport à un partenaire, hein, que ce soit en danse ou dans les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est encore pire, hein, parce que si j'ai un partenaire avec un sabre, même s'il est en bois, ben, si je ne fais pas attention, que je ne suis pas présent, je peux me le prendre à la figure et avoir quelques bleus, quoi. Une bosse. Donc, ça apprend aussi la gestion de la douleur, la gestion du stress par l'écoute du corps et des sensations. Déjà, être conscient de ce qui se passe chez nous, la gestion de la douleur, jusqu'où je peux aller, jusqu'où ça fait mal, jusqu'où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Voilà, donc le corps me parle, quand on nous parle, quand on fait des gestes, ou des étirements, etc. Et arriver à cerner quand est-ce qu'il faut s'arrêter, la douleur comme signal, etc. Et écouter ces sensations, ça permet vraiment d'apprendre tout ça. Ça permet, comme la musique d'ailleurs, les bénéfices de la régularité. C'est-à-dire que certains gestes sont quasiment impossibles si on n'a pas. Alors je vais pousser le bouchon. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas avoir accès si on n'a pas 10 ans de pratique, quoi. 10 ans de pratique à, je ne sais pas, au moins 10 heures par semaine. Certains, dans les arts martiaux, certains s'entraînent tous les jours. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, ça peut donner accès à des sensations, à des choses auxquelles on ne peut pas, des compréhensions auxquelles on ne peut pas accéder. Et puis, ne serait-ce qu'un enchaînement de qigong, de tai chi, de yoga, de danse, si on n'est pas régulier, on va oublier, on va pas arriver
Et puis on voit les résultats, voilà, grâce à la régularité. Donc la musique notamment et les arts corporels, c'est vraiment, ça donne une certaine ténacité peut-être, une certaine voilà, relation au temps, où vraiment on sait qu'il faut prendre le temps. Voilà. Alors, je vois des petits mouvements, il y a peut-être des questions, mais j'y répondrai plus tard. Alors là, on va passer au tronc commun à tous les arts. Dans tous ces arts-là, il y a la relation au sens et à la matière, évidemment. Alors que l'on soit pratiquant ou spectateur, féru d'art, voilà ce que ces arts-là, enfin, l'art apporte de manière plus globale. Donc les relations au sens et à la matière, matière sonore, matière visuelle, matière en général. Voilà. L'intelligence émotionnelle aussi. Voilà, que ce soit le travail par le corps, la musique, ça a énormément d'influence sur les émotions. Dès qu'on joue certains morceaux, on se sent en joie, on sent la nostalgie, et ça permet d'avoir une certaine souplesse émotionnelle. Et comme c'est sur l'expressivité, ça permet aussi de le percevoir chez l'autre et chez soi. Voilà, d'apprendre à le gérer aussi parfois, parce qu'il y a quand même l'idée du trac pour tous les arts qui sont de l'instant et un peu sur la performance. Il y a la relation à l'enfant intérieur, parce que l'art en général est très fortement lié à l'enfant intérieur. Là, je n'ai pas le temps de développer là maintenant, mais sachez-le. Comme je le disais, la persévérance, parce qu'on est dans une société de consommation, on veut tout de suite. Je sais que dans mes cours de dessin ou de tai chi, quand j'en donnais, ça coinçait parfois parce que les gens, ils payent un cours et ils veulent repartir avec les compétences à la fin du mois, à la fin de l'année, tout ça, mais ça ne marche pas comme ça. Les compétences, elles sont parfois longues à acquérir, quoi. Ça demande d'investir plus que de l'argent, d'investir du temps, de la confiance, de l'écoute vis-à-vis du professeur, de la pratique, quoi. Donc, ça replace un petit peu les choses dans un autre contexte. Alors, il y a aussi, dans tous les arts, l'acceptation de l'erreur et de l'accident. L'erreur, l'accident peut, par exemple, c'était le peintre Toulouse-Lautrec qui disait parfois Dieu me fait un croche-patte. C'est-à-dire qu'il n'était pas toujours content entre l'idée qu'il avait et pourtant c'est un dessinateur hors pair. Il n'était pas toujours content du résultat. Voilà, parfois il y avait des erreurs, des scories dans ce qu'il faisait. Dans la voix, tout ça, ça arrive aussi. Et j'ai d'ailleurs une professeure de chant qui nous apprenait à jouer avec ça. Et en photographie ou en dessin, parfois aussi on peut jouer avec ça. Voilà. Parce que l'erreur, elle est humaine et c'est en ça aussi, je sais que les petites scories comme ça dans la voix, dans le chant, parfois, si on les accepte, c'est ce qui donne le relief. Si c'est trop parfait, c'est pas forcément idéal non plus. Par exemple, écouter la Calas, c'était une chanteuse extraordinaire. Pourtant, elle chantait pas toujours juste. Elle n'est pas toujours, c'était pas parfait. Mais ces accidents, ces scories-là font vraiment elle donnait la magnificence et quelque part la fragilité de l'humain, voilà, par rapport à la perfection, etc. Donc, la plupart des arts permettent aussi de travailler cet aspect-là et puis de voir qu'un dessin raté n'est peut-être pas si raté que ça, en fait. Voilà. Parfois, en s'autorisant l'erreur ou l'accident, on va vers autre chose. On ouvre vers quelque chose d'inattendu qui est créateur, qui est porteur et qui va ouvrir justement à l'innovation. Voilà. Combien d'innovations d'ailleurs ont été trouvées par erreur. Voilà, donc le tronc commun aussi, c'est de développer, comme je disais, les sens et donc
par voie de conséquence la sensibilité, d'ouvrir les sens un peu plus large et la sensibilité, et de se relier. Alors Alain il parlait du moi en début de séance, de se relier vraiment à notre moi profond et à notre vision intérieure. Voilà, c'est vraiment, ça permet vraiment de descendre en soi quand on accepte ce thème-là, cette chose-là, ça permet vraiment de descendre. Alors, ça permet aussi de travailler pas mal l'intuition, la méditation, comme je dis, parce que pour moi, la plupart des formes d'art sont une méditation. Le dessin, c'est une méditation très, très puissante. Ça permet aussi souvent de développer, enfin, comment dire, d'instaurer des états modifiés de conscience. En fait, quand on est dans la création, ça demande un état d'esprit, un état particulier, et il y a un moment, il y a un switch qui se fait. Alors certains appellent ça le flow. Le flow, beaucoup de pratiquants d'arts martiaux, par exemple, en parlent. Alors, hop. Voilà, parce qu'en fait, pour vous expliquer, il existe en fait une très forte corrélation entre les ondes cérébrales, qui sont le reflet de l'état du cerveau, la créativité et les états modifiés de conscience. C'est-à-dire qu'un cerveau créatif va se trouver dans des ondes alpha, alors que par exemple l'état d'éveil normal, lui, va correspondre aux ondes de bêta. Celui donc dans lequel on est la plupart du temps. Voilà. Et pour pouvoir vraiment déployer la créativité, il faut passer en état alpha. Donc on peut passer donc, dans ces ondes alpha lorsque nous pratiquons la méditation, lorsque nous sommes détendus ou lorsque nous sommes en présence de certaines œuvres ou que nous pratiquons un art. Ça donne donc un état particulier. Et quand je dis en présence de certaines œuvres, je pense notamment à la musique, parce que j'ai eu la chance aussi de pratiquer un petit peu de chant médiéval. Et en fait, ça m'a vraiment sauté aux yeux, le chant grégorien. Alors là, il ne s'agissait pas de chant grégorien, mais c'était... j'arrive plus à me rappeler, mais bon, c'était quand même du chant religieux. Par un grand maître du XIVe siècle, je crois, qui était, donc vous pourrez peut-être faire une recherche, qui était maître de chœur à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est extraordinaire. Et en fait, je me suis rendu compte que ces chants-là, justement, ils sont là pour créer cet état particulier de méditation. Ils sont vraiment là pour nous faire descendre en état de méditation. Donc, essayez le chant grégorien si vous n'arrivez pas à tomber dans l'état alpha. Mais ça peut aider. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais, en contact avec certaines œuvres, notamment la musique, certaines musiques sont faites pour switcher, en fait, aider notre cerveau à switcher sur cet état particulier. D'où aussi, donc, du coup, ce fameux état de flow qui est souvent décrit et ressenti par les artistes et les sportifs. Voilà, mais ceci dit, ça pourrait être accessible à tous. Et voilà pourquoi je dis que la plupart des arts sont des méditations en puissance, quoi. Enfin, sont vraiment des portes vers la méditation. Et évidemment, les pratiques artistiques, alors, pas toutes au même degré, mais quand même, pardon, évidemment, elles mettent en contact avec le processus créatif et la créativité qui, elle, est alors une source d'évolution de l'être humain phénoménale. Sans la créativité, enfin, je crois que c'est ce qui constitue vraiment intrinsèquement l'être humain, c'est le fait d'apprendre deux choses, le fait d'apprendre et la créativité. Le fait d'inventer, de créer, d'inventer des solutions, d'innover. Voilà. Ce qu'on retrouve beaucoup moins dans le reste du champ animal. Donc la créativité et le processus créatif, parce qu'elle a ses règles. Là aussi, j'ai animé des groupes sur la créativité et en fait, elle a ses règles, il y a des étapes. Donc,
En dessin, on apprend notamment comment on construit une image. Alors, voilà, comment on construit une image. Je ne parle pas enfin, là, je parle pas de l'image que j'ai derrière qui est plus sur quelque chose qui était du réalisme, d'après un paysage, etc. Mais je parle vraiment d'une construction d'une image à partir d'une idée. Là, on va devoir faire entrer en jeu le processus créatif. Pareil pour la danse, etc. Alors, attention, je voudrais quand même élargir la vision, c'est-à-dire qu'il y a du synesthésique et du corporel dans les arts, du kinesthésique et du corporel dans les arts visuels et les arts du son, puisque l'instrument, je le touche, j'ai des gestes particuliers, et d'ailleurs, là, je travaille à la harpe en ce moment, et la moindre position des doigts, voilà, on corrige la moindre position des doigts, etc. Donc chaque art, chaque sens, en fait, peut approfondir et enrichir les autres. Donc en fait, ça fait boule de neige, si vous voulez. Voilà, comme je vous expliquais, pour la musique, à partir du moment où j'ai impliqué davantage le corps, ça m'a amélioré mon sens rythmique. D'accord? Donc là, j'ai fait intervenir le kinesthésique dans la musique, en lien avec l'écoute. Alors, un petit pas plus loin, je vais pousser un petit peu le bouchon du coup, avec une proposition d'humain version 2.0, c'est-à-dire que ça peut carrément amener, parce que ça a été mon cas, ça peut carrément amener à un développement des sens au-delà de la norme. D'accord? Puisqu'on approfondit l'ouïe, on approfondit la vue, on approfondit un petit peu tout ce qu'on peut voir, entendre, etc. Dans les arts visuels, ça peut donner, du coup, permettre d'aller vers la clairvoyance, ce qu'on appelle la clairvoyance, c'est-à-dire voir des choses que les autres ne voient pas, qui sont même à la limite du visible. Les arts du son donneraient la clairaudience, qui est donc à la limite de ce qui est audible. Les arts corporels, le clair ressenti, etc. Alors, je pense que je vais être en retard sur l'horaire. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Donc ensuite, là, on avait toute la partie sur les sens. Vous voyez que c'est quand même un gros morceau qui permet de déployer vraiment l'humain, voilà, vers peut-être l'humain 2.0, qui est un humain d'une grande sensibilité, avec des savoir-faire, des savoir-être, comme je vous les ai indiqués. Mais il y a aussi l'art messager, l'art qui porte un message, qui enseigne. Et c'est notamment le cas pour mes œuvres qui sont enseignantes par elles-mêmes, qui comportent des enseignements. Donc là, je vous cite Eugène Marbeau qui disait « L'art pour l'art, c'est parler pour ne rien dire ». C'est-à-dire si c'est juste beau, si c'est juste joli, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Alors, on pourra reparler du beau après, et ça a déjà un intérêt en soi, d'accord, mais pourquoi ne pas aller plus loin? Louis-Auguste Martin, lui, disait l'art étant une sorte d'intermédiaire entre la nature physique et la nature morale, et se servant de l'une pour exprimer l'autre, doit passer par les sens avant d'arriver à l'esprit. Mais s'il ne parlait qu'aux yeux et aux oreilles, il serait une image aussi fugitive qu'une ombre, aussi éphémère qu'un son. Donc là, bon, c'est tourné vers la musique, mais s'il ne nous impacte pas, s'il ne reste pas quelque chose, est-ce que c'est vraiment intéressant? En tout cas, pour l'évolution humaine, a priori, non. Alors, quel type de message l'art peut apporter? Alors là, grosse sonnette d'alarme. Est-ce que ça va être un message évolutif ou involutif? Donc, il va faire évoluer l'humain ou qui va le faire involuer. Certaines œuvres donc, ont vocation à enseigner comme les miennes ou faire passer un message évolutif à l'être humain. Par contre, attention, parce que ça ne concerne pas certaines œuvres. Enfin, il faut faire le tri, quoi, si vous voulez. Et ça ne concerne pas, par exemple, la plupart des messages publicitaires qui sont véhiculés par les affiches, etc.
à moins de parler donc d'involution et non d'évolution. Parce que le message contenu dans beaucoup de publicités, ça va plutôt, d'ailleurs on voit où on en est là actuellement, hein, de l'humain, ça va plutôt accélérer l'involution et la diminution des capacités humaines, que ce soit de réflexion, etc., plus qu'une évolution vers le haut, qui tire vers le haut, quoi. Donc, je reviens toujours dans quel type de message. Alors, des messages qui peuvent être individuels et qui vont toucher le psychisme. Là, ça va parler à Alain avec son questionnement de départ. Des messages philosophiques, voire bon, philosophiques qui peuvent après dérouler vers la politique, des messages politiques. Ça, dans l'histoire, on a beaucoup d'artistes aussi qui ont été un petit peu à cheval sur les deux. Et des messages spirituels, d'ordre plus spirituel. Alors, comment hop, je me mets, voilà. À travers la symbolique individuelle ou collective que porte l'œuvre, d'accord, chaque œuvre, même musicale, hein, elle porte une symbolique. Il y a des sons qui sont agréables, désagréables, qui vont nous faire penser à une rivière. Si je prends la Moldo de Smetana, il nous raconte le flux d'une rivière, de sa naissance à l'arrivée jusqu'à la mer. Et effectivement, à des moments, on ressent les rapides, on ressent le flux léger ou vraiment la largeur du fleuve, etc. Donc ça, c'est pour la symbolique. Alors pour les images, c'est extrêmement présent, la symbolique, encore plus que pour la musique. Et cette symbolique, elle peut toucher l'individu, c'est-à-dire parler à tel individu, ou de manière collective, une symbolique qui est partagée par tous. Et elle va toucher aussi, donc les messages, ils vont toucher aussi via des états modifiés de conscience. Et là, j'en arrive à ma deuxième partie, qui est de rééquilibrer et guérir l'humain. Ça aussi, ça fait partie de l'évolution. Parce que l'humain, il est encore dans une sorte de gang. C'est un petit peu le diamant dans sa gang. Et il a encore, il y a encore beaucoup de scories à enlever pour qu'il rayonne et qu'il devienne vraiment quand même un être accompli. Donc, l'art a vocation à rééquilibrer et guérir par les enseignements qu'il porte. Donc là, je voulais juste évoquer, on va le voir ensuite, mais aussi par ses effets sur le corps et l'esprit. Donc, l'art enseignant, comme je vous l'ai dit, donc on refait la boucle par rapport au début. Donc, l'art enseignant par la porte des sens, comme on l'a vu, mais aussi en tant que messager, porteur de messages. Alors, hop. Là, la version, l'enseignement au titre de chaque individu, pour chaque individu. Là, ça va toucher plus son psychisme. En fait, l'art, en tout cas là pour les images, mais même la musique, ont un accès direct au subconscient. C'est-à-dire que le subconscient réagit très fortement au pouvoir des images, sous forme de visualisation, etc. Donc ça, c'est Carole Fortin, qui est hypnothérapeute, qui précise. Donc il y a une notion implicite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une notion implicite dans les images que l'on voit. On perçoit beaucoup d'informations en même temps. En un claquement de doigts, même pas une seconde, on capte beaucoup d'informations, mais la plupart, elles restent au niveau inconscient. Ça, c'est ce qu'on appelle le message implicite, hein, qui est de l'ordre du subliminal, quoi. Et on peut y avoir accès que si on prend le temps consciemment de traiter l'information. Donc, par exemple, les affiches de publicité, si je veux voir où elles me mènent, etc., si je veux vraiment percevoir parfois la violence ou vraiment la vulgarité, ou tout ce que, mais parfois, il faut vraiment se poser devant l'image et prendre le temps d'analyser l'image.
C'est pour ça que je disais que l'image fixe, elle a quand même plus de force par rapport à ce travail-là. Donc, je résume, les images, elles ont accès direct à notre subconscient. Et c'est par un travail, en prenant le temps notamment, en apprenant à les lire, qu'on va pouvoir faire émerger le message ou les messages. Voilà, ainsi, par exemple, certaines œuvres de Léonard de Vinci portent des messages cachés. Alors, je ne vais pas vous refaire le Da Vinci Code, mais portent des messages notamment spirituels, ou voilà, une vision de la spiritualité de l'Église catholique qui n'aurait pas été approuvée par l'Église catholique. Et voilà, donc c'est des messages codés, quoi, si vous voulez. Et c'est qu'en prenant le temps de bien analyser, évidemment, en prenant le temps aussi de lire des textes, qu'on se rend compte que voilà, il y a des choses qui ne coïncident pas. Donc chaque image aussi va toucher, donc là on va plus peut-être vers la psychanalyse, la symbolique personnelle. Pourquoi une image m'attire? Qu'est-ce qu'elle me dit? Quand elle m'attire, pourquoi elle m'attire? Donc là, je vous ai donné 2 exemples sur un thème sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui est l'enfant intérieur. Donc je vous ai je vous ai mis deux illustrations, un portrait à l'huile et une petite nature morte, pour vous illustrer, voilà, que là, ces images-là, elles vont aller toucher la part de l'enfant intérieur en nous. Après, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun? L'enfant à droite, qu'est-ce que je donne le moins d'informations possible extrait, mais voilà, l'enfant à droite, comment je le vois, quelles sont les idées qui me viennent, les émotions, voilà, ça c'est quelque chose qui va m'appartenir probablement propre. Pareil pour la photo de gauche. Peut-être que ça va stimuler un souvenir d'enfance, bon ou mauvais, sur la plage, etc., un souvenir de vacances. Et ça va pouvoir permettre, on va peut-être pouvoir travailler dessus. Également, donc, ça va permettre la relation à notre intériorité, faire remonter, comme je viens de le dire, nos sensations, nos émotions, d'être en dialogue plus facilement avec notre enfant intérieur ou certaines parties de nous, blessées ou non blessées, et de recevoir aussi les messages un peu comme un miroir en fait, hein, de recevoir, de renvoyer les informations qui étaient jusque-là en fait enfouies, inconscientes. Ensuite, des messages, donc l'art peut porter des messages d'ordre philosophique. Alors sur la philosophie de vie, le sens de la vie, c'est le cas pour les arts martiaux, puisque les arts martiaux, ils sont asiatiques en tout cas, ils sont très, très imprégnés, soit de taoïsme pour le tai chi par exemple, soit de bouddhisme pour le kung fu, etc. La littérature évidemment, et avec la poésie, la peinture, voilà, il y a beaucoup de peintures qui ont illustré qui ont été porteuses d'idées philosophiques, voire parfois, comme je disais, avec des dérives, enfin dérives ou en tout cas des glissements vers des idées politiques. Par exemple, Delacroix, au moment de la Commune, etc., a fait des peintures sur cette époque-là, en défendant une certaine idéologie, etc. Alors là, je reprends le fait de ce que disait Alain au départ, en disant que j'étais moi-même une peinture vivante, puisque effectivement, le plus grand art pour Krishnamurti est l'art de vivre, c'est-à-dire que notre vie même peut être une œuvre d'art. Et voilà. Donc Denis Diderot nous dit: les beautés ont dans les arts le même fondement que les vérités dans la philosophie. C'est-à-dire que jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 19e siècle, au début du siècle dernier, avec les académies de peinture, etc., l'art était vraiment très lié à la philosophie. Donc l'art est vecteur de valeur,
Hein. Alors, positif, négatif, ce que je disais, hein, il faut faire attention au message, mais l'art porte des valeurs. Hein, c'est le cas depuis toujours pratiquement. Il est porteur d'idées, hein, puisque des artistes, comme je vous disais, ont illustré. D'ailleurs, les illustrateurs, globalement, voilà, sont un bon exemple aussi. Hein. Il y a quelque chose de particulier que je voulais évoquer, qui s'appelle que les Amérindiens, donc en fait c'est une notion amérindienne, mais qui se retrouve sous forme un petit peu différente dans la philosophie occidentale. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est le chemin de beauté, qui est en fait un concept amérindien qui rejoint l'idée occidentale du lien entre la beauté, l'esthétique et le sens moral. Donc en fait le beau et le juste seraient intrinsèquement liés, ainsi que d'autres valeurs. Alors attendez, je cherche. Voilà, et ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'en fait la science rejoint cette philosophie-là, puisqu'en fait pour certains scientifiques, l'expérience du beau représente pour le cerveau une boussole, que l'on est en présence de quelque chose de vrai et correspondant à l'ordre de l'univers. Donc ce chercheur qui a travaillé là-dessus s'appelle Semi Zeki. Voilà, pour lui, la beauté et le vrai, effectivement, pour le cerveau, c'est un peu la même chose. Et alors c'est rigolo parce que les Indiens d'Amérique ont vraiment aussi développé quelque chose là-dessus, ainsi que, et qui a un vrai chemin de guérison en plus, hein, le chemin de beauté, porteur de valeurs, etc. Mais également, donc Platon, par exemple, nous dit pour lui, le beau est associé au beau et au bien. Donc le beau, la vérité, le bien, opposé au mal, etc. Et pour Hegel, il a pour but la présentation de la vérité sous sa forme sensible, par les sens, donc par quelque chose qui est non intellectuel, et permet à l'homme d'accéder à la conscience de soi. Et alors, je cite cette phrase de Dostoïevski à laquelle je crois et voilà, que j'aime beaucoup, qui est « La beauté sauvera le monde ». Voilà, puisqu'elle nous met sur le chemin du beau, du vrai, du bien. Donc, quand je disais, si un tableau, par exemple, est juste mignon, joli, beau, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que peut-être que c'est déjà pas mal? Hein? Donc, l'art a une vocation morale et sociale. Et Peter Sellers, que vous connaissez peut-être, que j'ai entendu récemment sur France Musique, disait justement, on a besoin d'imaginer autrement. C'est quoi l'alternative? On sait ce que l'on veut, mais enfin, on sait ce que l'on ne veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut? Et ce qu'on veut, c'est quand même le plus important. Donc, pour être artiste, il faut imaginer ce qu'on veut. C'est-à-dire, il faut ouvrir les possibles. Il faut montrer la direction. Voilà, donc, le créatif, il montre aussi des futurs possibles. Alors, l'art porte aussi des enseignements spirituels. Alors, ça dépend évidemment de quelles œuvres. Hein. Donc, c'est le pressentiment des formes supérieures qui dorment encore dans les choses naturelles. Voilà ce que nous dit René de Chateaubriand. Hein, c'est quand même pas n'importe qui. Et Louis Sansa nous dit encore, qui est un artiste peintre chaman, l'art est le terrain des interrogations essentielles. C'est-à-dire que c'est en général là, ça va être le lieu pour vraiment se poser les questions fondamentales. Alors, on y répond visuellement, par des tableaux ou des œuvres visuelles. On y répond par la musique, on y répond de différentes manières. Mais c'est vraiment, en général, dans l'art que... donc, pas que dans la philosophie, que les êtres humains se seront tout le temps interrogés
voilà, sur l'essence des choses et les questions fondamentales. Voilà, donc l'art peut formaliser et enseigner des choses plutôt concrètes, telles que des valeurs, une philosophie de vie, des choix d'orientation pour le futur, etc., comme je vous ai dit. Mais il relie directement aussi par la dimension sensible à ce qui nous dépasse. Il est un support privilégié de la dimension spirituelle à plusieurs égards, peut-être parce qu'il dépasse, au contraire de la philosophie et même de la théologie, le cadre du mental pour toucher la corde sensible en nous, c'est-à-dire l'âme, etc. À travers lui, l'âme parle à l'âme, il se fait canal de l'esprit divin et il parvient à faire toucher cette dimension là où toute rhétorique ne peut ouvrir et franchir la porte. C'est ma conclusion. Pas ma conclusion pour la conférence, mais ma conclusion en termes de l'essence de l'art en lien avec le spirituel. Donc, certaines œuvres, pour vous illustrer ça, bon, évidemment, il y a des enseignements proprement dits, puisque avant que tout le monde sache lire et écrire, je vous rappelle quand même que l'Église s'est énormément servie des images, et peut-être même des sons, des chants, etc., pour enseigner la théologie, pour enseigner l'histoire de la Bible, etc., pour enseigner la doctrine religieuse et spirituelle. Donc, les œuvres portent en elles-mêmes un enseignement voilà, pour telle ou telle religion. C'est valable pour beaucoup de religions, sauf celles qui ont interdit, comme l'islam par exemple, qui ont interdit la représentation humaine. Là, raconter une histoire sans représenter l'humain, ça va être un peu difficile, mais voilà, en tout cas pour le christianisme, ils se sont abondamment servis de l'image pour enseigner qu'est-ce que c'est le purgatoire, le paradis, machin, etc. Certaines œuvres, en dehors de ça, certaines œuvres, elles parlent, elles touchent et elles nourrissent l'âme. Le meilleur exemple, c'est quand on se sent transporté dans une espèce d'état de grâce en regardant une photo, une image particulière, en écoutant une musique. Il y a vraiment des musiques qui sont... elles n'ont pas forcément toujours besoin d'être issues du monde spirituel. Hein, c'est pas forcément une musique d'église, mais certaines musiques vont vraiment toucher quelque chose de profond en nous. Certaines images aussi, etc. Même voilà, un artiste qui fait au théâtre, ou fait certains textes, hein, certaines poésies, certains, voilà. Donc, elle nous touche en profondeur, et même quand on n'a pas de croyance spécifique et qu'on n'est pas spécialement branché spiritualité, mon expérience, c'est que sur les expositions, j'ai des gens très terre à terre, hein, parce que moi je suis dans le 82, il y a quand même beaucoup de gens terre à terre dans le 82, beaucoup de paysans encore, c'est très rural. Eh bien, le cœur est touché, quelque chose est touché quand ils regardent mes tableaux. Donc, c'est signe qu'on est déjà descendu dans une certaine profondeur au niveau du ressenti, que l'âme a été touchée. Et donc, si les œuvres, elles touchent la profondeur, à force de la toucher, d'aller la relier, elles permettent cette reliance, elles permettent du coup cet éveil du soi et de l'âme. Est-ce que ça te répond à ta question, Alain? Voilà, on veut, à force d'avoir des œuvres comme ça qui nous touchent, ou la même, d'être tout le temps, de se mettre en contact en dialogue avec cette œuvre, on peut vraiment descendre et aller toucher le soi. Et au-delà. Et donc, elle nous donne aussi accès à des sentiments et des sphères qui nous élèvent, des sentiments quand même relativement élevés, à condition de choisir les œuvres adéquates. Déjà, celles qui nous touchent, puis celles où on sent cette élévation. Donc, on était toujours dans le chapitre de rééquilibrer, guérir, hein, puisque par les enseignements, eh bien, on peut se réajuster. Hein. L'information qui nous manque, quand on la reçoit, qu'elle soit inconsciente par les images, par exemple, la musique, ou qu'elle soit reçue
Donc, inconsciemment ou consciemment, ça peut nous rééquilibrer, ça peut nous donner juste l'information qui va nous donner le coup de pouce pour réajuster notre trajectoire et notre évolution. Donc, comme je l'ai dit, l'art peut rééquilibrer et guérir par les enseignements qu'il porte, que les œuvres portent, mais aussi par ses effets sur le corps et l'esprit. Alors, je vais être un petit peu en retard sur l'horaire, mais ça va. On arrive au dernier tiers de la conférence. Donc, les arts s'adressant au sens, ils permettent souvent de redescendre dans le corps, déjà, premier point, et de laisser moins de place au mental. Pour moi, c'est un temps du corps et de l'âme, du soi, de l'être, qui demande donc du lâcher-prise, le lâcher-prise du mental. Donc là, on repart aussi sur le chemin de beauté, qui est un chemin d'alignement et de guérison intérieure, notamment à travers un enseignement que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle les 13 mères originelles, là qui est destiné aux femmes, au féminin en nous en tout cas, ça peut être pour les hommes aussi, mais au féminin en nous, et ça donne une autre perception aussi de la beauté. La beauté dans le geste, la beauté dans la parole, la beauté dans les valeurs, etc. Donc, comme je le disais, ça permet de rééquilibrer la place du mental et du corporel, puisque ça va s'adresser à l'émotionnel, au corps, et un peu de redescendre de là-haut, quoi. Voilà. Et là, je sais de quoi je parle, parce que ayant une formation universitaire, j'ai bien développé mon mental dans la première partie de ma vie, et toutes ces pratiques m'aident vraiment à redonner la juste place à l'intuition, au corps et au soi. Alors, les arts visuels, par exemple, on sait par l'aspect symbolique qu'elles portent, qu'elles peuvent nous rééquilibrer ou guérir. Et c'est notamment ce que fait le Feng Shui. C'est l'idée du Feng Shui en particulier. Il y a aussi ce qu'on appelle les ondes de forme. Alors là, on touche à tout ce qui est géométrie sacrée, les mandalas, etc. Il y a aussi, c'est très très riche sur les images, dont je ne développe pas, je suis obligée de citer parce que chaque point pourrait vraiment être développé. Donc il y a aussi les effets des couleurs sur nous, sur le corps et sur l'esprit. Alors les couleurs, elles ont fait l'objet de pas mal d'études. Par exemple, le bleu favorise la créativité. Donc quand vous voulez créer, essayez de vous entourer de bleu. Elle est calmante, c'est une couleur froide. Alors que par exemple, le rouge stimule, réchauffe et fait même augmenter légèrement la température corporelle. Donc si vous avez froid, si vous êtes frileux, peignez vos pièces en rouge. Si vous avez besoin aussi de concentration, d'être actif, entourez-vous de rouge. Et voilà, donc il faut par contre, si vous avez par exemple de l'hypertension, évitez le rouge puisque ça peut augmenter la température corporelle, ça va modifier aussi tout ce qui est circulatoire. Allez plutôt vers les couleurs froides comme le bleu, le vert. Voilà. Si je prends par exemple, sur les ondes de forme et le Feng Shui, par exemple, le Feng Shui ne recommande pas de mettre des objets pointus et d'avoir beaucoup d'angles dans son intérieur, parce que ça symbolise l'agressivité et que ça peut blesser au niveau énergétique finalement, nos corps énergétiques, etc. Voilà, et alors c'est le cas pour mes œuvres, certaines émettent une énergie et du magnétisme. Voilà, une énergie qui peut être harmonisante pour les lieux, les personnes. Voilà, moi j'ai appris ça avec grande surprise, mais effectivement, voilà, certaines œuvres, pas toutes, et puis il faut faire attention parce que certaines œuvres, c'est le contraire, elles émettent de l'énergie négative. Voilà, et donc elles ont ce qu'on appelle un taux vibratoire plus ou moins élevé. Pour la musique et les sons, tout le monde connaît peut-être les effets des fréquences, différentes fréquences qui ont des effets sur le corps.
selon les instruments aussi. Par exemple, des études ont montré que le son et la musique ont une influence sur le cerveau et lui fait produire de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, ou de l'adrénaline, au contraire, donc attention à ce que vous écoutez, qui induit du stress et de la peur. Les fréquences basses, par exemple, ont une influence directe sur notre cœur et notre rythme cardiaque. Je sais que certaines musiques, effectivement, moi je ne les supporte pas, comme les musiques qu'on écoute dans les rêves et tout ça, là, la techno et tout, effectivement, au niveau du rythme cardiaque, ça m'oppresse, je ne supporte pas, quoi. Peut-être que vous avez eu cette expérience-là, je ne sais pas, mais voilà. Les bols tibétains, par exemple, sont utilisés en soins pour soigner, et comment dire, rééquilibrer les énergies des maisons ou des personnes. Il y a aussi la voix, certaines voix, la harpe, certaines flûtes certains instruments voilà, qui agissent sur le corps et l'énergétique. Par exemple, alors c'est valable en Chine, c'est valable même chez nous, quelque part, je pense que si on fouille bien, on devrait pouvoir trouver. Mais dans la médecine chinoise, il y a des sons et je crois qu'en Inde, c'est pareil, les différents éléments sont liés à des instruments de musique. Par exemple, certaines flûtes qui sont un peu basses sont liées à l'élément terre, d'autres à l'élément air. Bon, ils n'ont pas d'élément air chez eux, mais chez nous, on pourrait le relier à ça. Il y a des instruments qui sont vraiment inaudibles, comme le suona, qui sont liés à l'élément du métal, qui ont un terme un peu comme la bombarde. Vous pouvez appeler ça voilà, la bombarde chinoise. Donc, écouter ces musiques-là peut permettre de rééquilibrer en fonction de l'élément. Dans la médecine chinoise, ayurvédique, etc. Elles ont aussi un effet sur le mental, la musique, sur la concentration, sur le développement du cerveau aussi, puisque des études ont montré que écouter du Mozart, par exemple, rend les enfants plus intelligents. Donc, c'est que ça développe certaines zones du cerveau en particulier. C'est aussi un très bon réharmonisant émotionnel, mental et physique et énergétique des personnes, la musique, en fonction de l'instrument, etc. Parce que certaines fréquences vont s'accorder avec le cerveau, les cellules, etc. Il ne faut pas oublier que le son, c'est quand même une onde, donc elle a une action sur la matière. Allez écouter un concert, je ne sais pas, un concert de métal, par exemple, vous allez la ressentir, l'effet sur la matière. Pas forcément positif, mais en tout cas, là, vous allez vraiment le ressentir. Voilà, et ça permet, comme je disais, un nettoyage, une harmonisation des lieux, la musique, le son. Les arts corporels, j'essaie de me dépêcher parce que il est déjà 21h30. Alors, pour les arts corporels, eh bien, évidemment, ils apportent tous les bienfaits d'une activité physique en général. Par contre, par rapport à d'autres, ils vont, certains plus que d'autres, apporter un ancrage à la terre et un renforcement de l'aura. Alors, ça va être le cas du yoga, du qigong et du tai chi, par exemple. Ils vont aussi permettre de guérir sa relation au corps, sa relation à la matière, à la matérialité et à l'incarnation. Beaucoup de gens, ça a été mon cas, beaucoup de gens ont du mal à accepter d'être ici, de s'être incarné, et ont du mal à accepter parfois les limitations de la matière, de leur corps. Surtout quand, comme moi, on est médium depuis l'enfance, qu'on a accès, même sans le savoir, inconsciemment, à plein d'autres choses, on peste encore plus que les autres sur les limitations qu'on peut rencontrer. Et effectivement, les pratiques corporelles vont aider, ou peut-être même la sculpture, par exemple, est finalement à cheval entre les deux, vont permettre de guérir cette relation au corps et à la matière, et donc à l'incarnation. Certains donc, des arts vont guérir la relation à l'autre, relation à soi aussi, mais la relation à l'autre. Et là, particulièrement les arts tels que la musique,
Et sauf si on joue tout seul dans son coin, mais si on veut jouer avec d'autres, il va bien falloir que on travaille cette relation. Et d'ailleurs, une fois qu'on se met à jouer, enfin voilà, même quand il y a des désaccords entre les musiciens, une fois que c'est parti et que tout le monde joue le morceau, là tout le monde est forcément d'accord, quoi. Tout le monde, voilà, ça unifie, ça. Et je pense que même inconsciemment, cette harmonie-là, on l'engrange jusque dans nos cellules, quoi. Et les pratiques corporelles comme la danse, pareil, à moins de danser tout seul dans son coin. Les arts martiaux, où là on rejoue la confrontation. Et parfois, ça peut être comme un jeu, mais il y a des règles. Voilà, on peut en sortir avec parfois des bleus et des bosses, mais on peut être content aussi. Parce que chacun a pu s'exprimer et que ça a été cadré et que voilà. Donc, on peut vraiment aussi guérir sa relation à l'autre. Tout ça, c'est aussi un réharmonisant émotionnel, mental et physique, et également énergétique. Parce qu'on expulse aussi, quand on fait une activité physique importante, eh ben, on expulse notamment, là je vous parle d'expérience, hein, et avec ma clairvoyance, ce que j'ai pu constater, c'est qu'une activité physique intense, par exemple, ça va vraiment expulser les énergies négatives, qu'elles soient matérialisées sous forme de pensée, ou même à l'intérieur de notre corps, vers l'extérieur. Donc ça va faire le ménage. Et au niveau émotionnel, effectivement, c'est pareil, ça va refaire descendre, ça produit certaines hormones, donc ça va faire redescendre un petit peu certaines émotions. Et comme je le disais, réharmonisant mental, parce que ça replace le corps et le mental un petit peu à égalité, au minimum. Hein. Il ne prend plus toute la place, le mental ne prend plus toute la place. Et ensuite, au niveau physique, en fonction de ce qu'on pratique, effectivement, étirement, musculation, voilà, ça réajuste le corps. Et le chant, par exemple, le chant, c'est assez extraordinaire. Enfin, moi, j'ai pratiqué donc le souffle-voix et ça redresse le dos, rien que la respiration, le travail respiratoire, etc. Voilà, j'ai vu pas mal de gens, y compris moi, se redresser au niveau du dos, etc. Et le dos étant notamment l'autoroute de l'information, puisque tout le système nerveux passe par là, il vaut mieux avoir un dos quand même à peu près en bonne, physiologiquement bien aligné, quoi. Autre chose d'important, c'est que ça entretient le souffle et l'énergie. Parce que le souffle, la respiration, c'est une des nourritures pour notre corps, qu'on oublie souvent. Et donc, les arts corporels augmentent la capacité respiratoire. Le chant, évidemment aussi, les instruments avant, que j'ai pratiqués aussi. Voilà, tout ça, ça va faire travailler le souffle. Et donc, travailler sur notre énergie, sur notre nourriture en oxygène. Donc, ma conclusion, on arrive à la fin de cette conférence. Ma conclusion, c'est déjà deux citations de quelqu'un que j'aime beaucoup, Louis Sansa, qui nous dit « L'art est le chemin d'accès à la connaissance au même titre que la religion, la science ou la philosophie. » Donc, c'était aussi mon but ce soir, dans l'évolution humaine, on oublie souvent tout ce pan-là qui est quand même extrêmement riche. Il est parfois un peu laissé de côté, et pourtant, au même titre que le reste, il est porteur de connaissances. C'est l'une, d'ailleurs, d'après Lucensa, c'est l'une des 4 voies de l'évolution humaine. C'est un canal apportant les informations nécessaires à la connaissance globale de l'homme. Donc, il y a quand même quelque chose de holistique là-dedans. Alors, hop. Voilà. Là, je cite un architecte contemporain qui nous dit « Le taux vibratoire semble dépendre de la qualité de relation de l'artiste avec la vie,
le divin, ou autrement dit sous forme de question, l'œuvre d'art exprime-t-elle quelque chose qui va dans le sens de la vie ou du divin? Et quand je disais évolution versus involution, voilà les questions, à mon avis, à se poser devant une œuvre d'art, devant que ce soit une peinture, une musique, etc. Donc tout ça pour, en conclusion, vous dire que la beauté, pour moi, c'est une nourriture pour l'esprit, par les enseignements qu'on peut en retirer, pour l'âme et pour le corps. C'est vraiment une nourriture. Et comme pour ce que l'on mange, il convient de faire la distinction entre ce qui nous nourrit vraiment et ce qui nuit à notre santé globale. La beauté, connectée à la vie et à l'intelligence universelle, a un fort pouvoir de guérison, justement, parce qu'il amène et soutient l'âme humaine dans sa quête d'évolution, quand le mental, lui, ne veut surtout pas que les choses changent. Encore faut-il savoir où apprendre à distinguer des œuvres, un art relié à l'essence de la vie, à sa beauté, d'un art qui, lui, est au service de forces négatives et d'une beauté clinquante, factice, sans profondeur et vide de sens ou d'enseignement. Donc, du coup, j'ai envie de vous demander, et vous, quel type d'œuvre avez-vous sur vos murs? Et quelle musique écoutez-vous? Avez-vous conscience de ce que l'art et la beauté peuvent vous apporter sur votre chemin et dans votre vie et votre chemin d'évolution? Donc là, je vais arrêter le partage. Hop, si. Ah oui, c'est arrêté ici, d'accord. Voilà. Voilà. Nous sommes époustouflés, ma chère Nathalie. Alors, je n'ai pas vu les... D'accord, je t'écoute. Nous n'avons aucun mot parce que tu nous as portés justement vers l'art, vers ce qui se ressent, vers ce qui est intuitif. J'ai pris tellement de notes que je ne saurais faire aucune synthèse. Tellement tu as été complète, fouillée, riche. Tu as fait des liens que personne n'a fait dans Persona Gaia. Je suis sans mots. Et chers amis, c'est bien rare que Alain soit sans mots, n'est-ce pas? Alors, je lis, en même temps que tu parles, je lis les commentaires pour voir. Certainement, lis, je t'en prie. Oui, Frédéric qui dit souvent l'erreur est un cadeau, voilà. Voilà, je vais juste continuer pendant que tu prends connaissance. Voilà. Donc, les termes qui sont importants, c'est analphabète de l'image. Ça, c'est un terme qui m'a marqué. L'harmonisation sonore, bien sûr, mais l'harmonisation, c'est l'harmonisation. Donc, c'est vraiment très puissant. Et puis, la puissance du silence, bien sûr. C'est comment, quand on peut découvrir ce silence. Je vis moi-même dans un endroit retiré et silencieux et je goûte toutes ces heures de silence et les différents silences quand je suis dans la maison, dans le jardin, dans le bois et ainsi de suite. Tu as dit tellement de choses qui font des liens dans... Eh bien, écoute, je crois que tu t'es toi-même condamné à revenir faire des webinaires dans Personne. Tellement tu es excellente dans ce que tu as fait. Là, il y a de la matière. Il y a vraiment énormément de matière. Bon, voilà, ce sera ma synthèse ouverte pour cette magnifique soirée. Oui, oui, encore, dit Viviane. Eh bien voilà, Nathalie, tu as emporté vraiment notre sentimentalité. Tu nous as emporté dans notre romantisme, dans notre rêve, dans l'imaginaire, bien sûr, c'est de comment constituer. Et tu as mis des points importants sur que tout cela peut s'apprendre par l'attention et par l'exercice, certainement. Tu es une artiste, donc tu connais une foule d'exercices artistiques, ou en tout cas perceptifs, qui permettent justement de se développer. Et c'est tout l'intérêt de Persona Gaia. Développons-nous dans l'intérieur. Tu as fait le lien avec le monde social et l'extérieur. C'est ce que nous sommes ici tous ensemble, la communauté. Et dans cette communauté, des artisanes de la nouvelle terre, de Persona Gaia, et chacun d'entre nous, comme je l'ai déjà dit, possède des communautés, font partie d'autres communautés, et c'est ça la richesse. C'est la multiplication des communautés. C'est plus « je suis Alain, génial et super puissant », « elle est Nathalie, géniale et super puissante ». Ok, l'individualité, maintenant on a compris qu'on pouvait un peu la mettre un peu plus bas au niveau du ventre, et que c'est le cœur qui puisse se dire « ok,
notre communauté permet de faire des belles choses. Mais ça ne veut pas dire que nous excluons la communauté des autres. C'est surtout ça l'important, parce que le sapiens, il adore dire ma communauté est la meilleure. Ouais, zik aïe, ma communauté est la meilleure. Oui, ah, ya, zo. Bon, puis putain, c'est l'enfer, quoi. Donc, dès qu'on s'identifie trop fort à quelque chose, l'investissement humain vient comme ça nous scotcher et nous empêtrer. Voilà pourquoi je parle de communauté au pluriel. Je ne vais pas en dire plus. Voilà, et puis là, je rajouterais que du coup, pour abonder dans ton sens, quand même, c'est qu'il y a des études sur le beau et l'art qui montrent que ça a une fonction rassembleuse des êtres humains, en fait. Oui, oui. L'art rassemble les gens entre eux. Voilà. Exactement. Ça, je trouve ça plutôt beau, quoi. Ah ben, ça, voilà, bien. Ça fait pareil comme les gens rassemblés, c'est ça qui fait l'évolution humaine, parce que ça fait les sociétés et les civilisations humaines, et c'est au travers des civilisations que nous évoluons. Ben voilà. Donc, chers amis, on pourrait encore en parler pendant 4 heures, parce que... Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est un angle de vue, je suis un peu sortie sentier battu, et je n'ai pas abordé, j'aurais pu encore aborder sous plein d'autres... La fois prochaine, Nathalie. La fois prochaine, on va y arriver. Super. Je suis contraint et obligé de terminer ce webinaire. C'est vraiment la mort dans l'âme tellement on était super bien ici avec Nathalie. Donc, encore 1000 merci. À tout bientôt et vive le replay. Voilà. Au revoir. Portez-vous bien.